Maître Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Ça fait un bout de temps. On te revoit à Lubumbashi dans un grand atelier organisé par ITIE. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi on vous a invité? Oh, quelle question, mon Dieu. Il faut dire que j'ai fait partie des membres du comité exécutif de l'ITIE en République démocratique du Congo, où j'assume la responsabilité de porte-parole de la société civile. Et en même temps, je suis aussi président du groupe technique de travail. En fait, le groupe technique de travail, c'est le groupe qui prépare tous les documents des réunions du comité exécutif. Donc c'est pour dire que je suis presque au centre de tout ce qui se passe à l'ITIE. Ce qui fait aussi que mon invitation ici à Lubumbashi se justifie par le fait que tous les documents que nous étions venus discuter avec la société civile, le gouvernement et les entreprises sont passés par moi. Il y a le premier document, c'est le rapport assoupli de l'ITIE RDC qui porte sur les années 2018, 2019 et premier semestre 2020. Il y a aussi le rapport annuel d'avancement et enfin le plan de travail triennal. Donc c'est vraiment les documents importants qui font la base de l'ITIE. Et donc en tant que quelqu'un qui est au centre des préparations, d'analyse, des revues de tous ces documents, je devais donc être là pour participer à cet atelier, en fait, qui jette les bases de la nouvelle dynamique de l'initiative de transparence des industries extractives en République démocratique du Congo. Bien dit. Vous parlez d'un rapport assoupli. Pourquoi les termes assouplis? En fait, il faut dire que nous sommes dans un contexte particulier avec le Covid-19. Il s'est fait que toutes les exigences imposées par le comité ou les conseils d'administration de l'ITIE ne peuvent pas être respectées parce que les États comme les entreprises ont des difficultés de travailler pendant cette période. C'est pour ça que d'abord, il y a une règle très importante, c'est celle qui demande à ce que le rapport soit fait par un administrateur indépendant, c'est-à-dire un cabinet international qui s'occupe de la collecte des données auprès du gouvernement, auprès des entreprises, pour pouvoir en faire la conciliation et dégager les écarts. Cette règle, elle est mise en veilleuse parce que le rapport actuel, c'est un rapport qui est fait tout simplement par l'ITIE RDC sans l'intervention de l'administrateur indépendant. Ça, c'est la première raison qui fait que c'est un rapport assoupli. La deuxième raison, c'est le fait que le rapport lui-même ne fait pas la conciliation des données. Donc, il y a des données qui sont publiées de manière unilatérale, mais on veut tout simplement donner l'information sur les flux financiers qui ont été collectés pendant ces années-là pour permettre à ce que l'opinion nationale, les parties prenantes, soient au courant de ce qui s'est passé. Très bien. Et quelle lecture faites-vous de ce travail que vous avez abattu ici pendant toute une semaine? Bon, c'est comme je disais, si ces documents ne sont pas adoptés par les parties prenantes, le comité exécutif non plus ne peut pas les adopter sans que toutes les parties prenantes. C'est en fait ça, même la beauté de l'ITIE. C'est le fait que c'est un processus qui est totalement entre les mains des parties prenantes. La société civile, le gouvernement et les entreprises. Il faut que toutes ces parties prenantes se rencontrent, discutent des options qui sont levées dans le rapport pour qu'enfin le rapport soit envoyé au groupe de travail technique qui doit le regarder pour la dernière fois et ainsi l'envoyer au comité exécutif pour son adoption ou pour l'adoption de l'ensemble des documents et leur publication. Donc c'est un travail très important qui a été fait la semaine dernière ici à Lubumbashi. Et lors de
ces travaux, on a vu que la société civile levait les tons pour certaines incohérences dans les rapports. Quel est votre point de vue en tant que représentant de la société civile? Non, il faut dire qu'il y a certaines questions ou certaines options qui sont défendues par le gouvernement que nous n'acceptons pas. C'est par exemple pour ce qui concerne les fonds miniers pour les générations futures. Et l'option du gouvernement, c'est que cet argent serve principalement à la recherche dans les secteurs miniers. Et nous disons non, il ne faut pas que cet argent serve uniquement aux recherches. Cet argent doit servir aussi à certains investissements au sein des communautés. Et là, contrairement à l'option qui avait été prise à l'époque de faire participer et le gouvernement et la société civile et les entreprises à toutes les options qui ont été prises dans le Code minier 2019, pour cette question, le gouvernement n'a pas voulu associer les autres parties prenantes. C'est pour ça que nous disons non, ça ne va pas se passer comme ça. Il faut absolument que les décrets ou l'ordonnance qui va gérer cette question puisse être discutée par toutes les parties prenantes. C'est comme aussi la question qui a fait aussi l'objet de beaucoup de débats, c'est le fait que certaines entités administratives ne connaissent même pas la base sur laquelle on calcule la redevance minière ou la partie de la redevance minière qui leur est donnée. Et c'est de leur droit en tant que bénéficiaire de savoir qu'il y a tel élément et tel autre qui permet à ce que vous puissiez avoir telle quote-part ou telle autre quote-part. Et ici, on arrive seulement chez un chef coutumier, un chef du secteur, on lui donne seulement l'argent sans lui dire la base. Et ça, nous disons non, ça ne doit pas se passer comme ça. La transparence voudrait que toute l'information soit mise à la disposition des bénéficiaires. Voyez-vous, ça c'était quand même des questions importantes qui ont fait l'objet de beaucoup de débats et surtout que nous savons que la redevance minière donne beaucoup d'argent aux entités décentralisées. Une autre question liée à la même redevance minière, c'est sa gestion. C'est sa gestion. Nous avons lutté pendant des années pour que les entités décentralisées reçoivent cet argent. Maintenant que c'est disponible, que c'est possible, il faut que ça soit géré principalement dans l'intérêt des communautés. On ne voudrait pas que les gens s'achètent de grosses jeeps qui consomment beaucoup de carburant, que les gens améliorent leur standing de vie, alors que les communautés sont totalement abandonnées. C'est pour ça que nous disons qu'il faut que la redevance minière puisse servir à améliorer les conditions de vie des communautés. Et ça, c'est vraiment le combat de la société civile. Et comme vous le savez, l'ITIE contribue beaucoup à la question n'est-ce pas, à la question de transparence et de la gouvernance responsable du secteur minier. Et donc, nous faisons tout pour que les bonnes options pour la communauté puissent passer. Et une autre question importante, c'est la question de la gestion des entreprises de l'État. Par exemple, la GECAMIN, la Sodimico, ainsi que d'autres. Nous voulons que ces entreprises qui font souvent des avances financières à l'État et des fois certaines d'entre elles s'endettent pour venir payer les impôts à l'État. Voilà, maître. Vous parlez là des entreprises para-étatiques qui sont en situation irrégulière puisqu'ils prennent de l'argent ailleurs pour faire des avances et puis vous trouvez ça c'est une situation incohérente. Comment ça? Oui, mais parce que quand une entreprise, et surtout que ces entreprises appartiennent à l'État, oui. Même si nous savons qu'il y a eu un processus de réforme de ces entreprises pour qu'elles deviennent des entreprises commerciales, mais jusque-là, elles ont un actionnaire unique qui est l'État congolais. Donc, ça veut dire que si ces entreprises n'ont pas d'argent pour payer les taxes, on peut attendre, voyez-vous? Mais elles vont s'endetter à l'extérieur pour venir payer les taxes et en même temps, ces entreprises
contribue aussi au budget de l'État. Voyez-vous, contribue au budget de l'État. Et donc nous trouvons que pour nous, au niveau de la société civile, c'est une situation anormale, une situation qu'on ne peut pas accepter. Et aussi, il y a la question même de nomination des mandataires de l'État à la tête de ces entreprises. Ces nominations sont plus politiques que techniques. Et notre combat maintenant, c'est d'arriver à avoir une loi qui encadre les nominations des mandataires de l'État. Parce qu'aujourd'hui, cette loi n'existe pas. Ce qui fait que quand on nomme ces mandataires de l'État, elles font plus allégeance aux chefs des partis qui les ont recommandés ou qui les ont nommés. Ce qui fait que toutes ces entreprises, quand vous regardez leurs états financiers, elles sont en faillite. Très bien, maître. Revenons un peu sur la question de la redevance sociale, cahier des charges. Est-ce que la société civile ne peut pas se reprocher du travail mal fait, puisque si on reproche aux chefs des entités territoriales d'être sous-informés, je pense que quelque part là, c'est les animateurs de la société civile qui ont manqué de faire la sensibilisation qu'il faut. Vrai ou faux? Non, d'abord il faut dire que nous avons mené un grand combat pour que les questions liées au cahier des charges soient inscrites dans le code minier. Dans le code minier de 2002, il n'y en avait pas. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, le cahier des charges est devenu une obligation légale. Ça veut dire qu'aucune entreprise ne peut se mettre à l'exploitation sans avoir conclu un cahier des charges avec les communautés. Ce qui est déjà une très bonne chose, parce que sur base de ce cahier des charges, les communautés peuvent se plaindre au niveau des autorités comme au niveau des tribunaux pour que ces entreprises puissent procéder à la mise en œuvre du cahier des charges. Maintenant, il faut que vous puissiez savoir que l'obligation principale d'informer les communautés revient à l'État. C'est l'État qui a pris le nouveau code minier et c'est l'État qui doit le vulgariser pour que les citoyens puissent en connaître les options importantes qui ont été prises. Le travail qui est fait par la société civile, c'est tout simplement un complément par rapport à ce que l'État doit faire. Malheureusement, nous sommes dans un contexte où l'État ne fait presque rien. Et donc, tout se repose sur la société civile, comme si c'est à elle qu'incombe cette responsabilité de pouvoir informer les communautés. Mais il faut dire que le travail que nous faisons, c'est un travail important. Nous ne sommes qu'au début, parce que le code a été promulgué en 2018. Nous n'avons que deux ans, je dirais même une année. Donc, nous sommes en train de faire ce travail et le travail que nous faisons dans le cadre de l'ITIE permet davantage de booster ces questions liées à la redevance minière. Très bien, maître. Et allons vers la conclusion. Qu'est-ce que vous demandez aux communautés pour leur participation active au travail que l'ITIE est en train de faire? D'abord, il faut dire que les communautés, particulièrement à Lubumbashi, Kolwezi, Fungurume, sont très attentives sur ce qui se passe. Parce qu'elles ont été formées avant pour participer aux activités minières. Et donc, ce que nous allons faire en tant qu'Azado, c'est que dans les jours qui viennent, nous allons mettre en place des groupes citoyens de suivi de la redevance minière. C'est que dans chaque ville, dans chaque entité territoriale décentralisée, où il y a une industrie qui paye la redevance minière, la conséquence est que ces groupes vont être là. Et leur rôle, c'est de surveiller comment la redevance minière est gérée. Parce que si les communautés ne se mettent pas debout, ne se tiennent pas debout, ne surveillent pas, la conséquence est que les maires, les chefs de secteur, ainsi que les autres, les bourgmestres, vont pouvoir profiter de cette manne sans changer profondément les conditions de vie des communautés. Or, la redevance minière vise principalement les changements des conditions de vie des communautés. Merci beaucoup. Merci.